Allez, c'est parti. On va aujourd'hui parler du PMU. Alors, le PMU, c'est une boîte qui est connue par 99% des Français, mais souvent pour des mauvaises raisons. On connaît les personnes qui vont aller aller prendre un petit quintet dans le bar avec un petit jaune, mais en fait, c'est complètement autre chose. Alors, je vais essayer de vous le raconter aujourd'hui. Et puis, pour faire ça, je vais d'abord vous parler du PMU, sa réalité. Ensuite, on va voir sur les 60 dernières années, grosse maille, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, on va faire un focus plutôt sur les 4 dernières années, 4-5 dernières années, avec des problématiques peut-être que vous rencontrez au quotidien. Alors, on dit tech company, il est possible que j'enfonce des portes ouvertes à certains moments, parce que depuis une vingtaine d'années, toutes ces boîtes tech, en réalité, affrontent un peu les mêmes difficultés. Réussir à scaler, travailler la robustesse, la qualité, des problèmes de people, des choses comme ça. Donc il y a des moments où vous y retrouverez peut-être. Il y a peut-être des moments où je vais vous donner des clés de comment nous avons fait les choses. Mais n'oubliez pas une chose avant tout, c'est nos décisions par rapport à notre contexte à un moment donné. Et ça ne veut pas dire que ça marchera ailleurs. Et peut-être que c'est peut-être ce qu'on va changer d'ici 6 mois, 1 an, on ne sait pas encore. Avant de démarrer la conf, on va remercier nos sponsors qui, sans eux, on ne pourrait pas faire ce type de conf. J'étais orga pendant un bout de temps d'Agile Tour Lille et en fait, ça coûte, c'est un événement et donc il faut le financer. Donc merci à eux. Et maintenant, on attaque. Déjà, par qui je suis. Je suis Nelson Dufossé, je suis RTE au PMU depuis 2 ans. Mais en réalité, le PMU, c'est une longue histoire parce qu'en 2017, j'y étais déjà en tant que consultant à l'époque où on montait une plateforme Big Data avec Xebia. Maintenant, depuis quelques semaines maintenant, j'ai rejoint Cocan pour faire son expansion, cette société rennaise, l'amener à Paris pour en faire une boîte de delivery management. Et donc on commence une nouvelle aventure avec d'autres copains. Le PMU. Alors, première chose importante, c'est que chaque mot est important. Paris, mutuel, urbain. Dans le Paris, on va être le premier opérateur de Paris Hippique en Europe. Et cette boîte, elle a 100 ans, comme je disais tout à l'heure. Donc 1930, c'est créé. Et à l'origine, l'offre est simple. C'est prendre un pari sur le gagnant. Et quand je vous dis tous les mots sont importants, c'est le côté urbain à ce moment-là qui est important, parce que l'idée, c'est de pouvoir prendre un pari en dehors des hippodromes. Au fil du temps, l'offre de paris se complexifie. On arrive sur parier sur les 2 premiers, puis après on a apparition du tiercé, de l'ordre, du désordre. Et finalement, aujourd'hui, on arrive avec un peu plus de 12 paris, des compositions un peu diverses et variées, du sport en plus, et puis du poker. À côté de ça, le PMU, en fait, comment ça marche? On va le voir un peu plus juste après. Mais derrière cette boîte, derrière ce GIE, il y a 57 sociétés de courses, dont 2 maisons mères, France Gallo et Le Trot. France Gallo pour les courses de plat et d'obstacles, Le Trot pour les trotteurs. Et donc, c'est vers eux qu'on va remonter une partie de notre chiffre d'affaires. Derrière le PMU, c'est sur la partie hippique, c'est plutôt vers ça que je vais me concentrer aujourd'hui. C'est 9 milliards d'enjeux et les 3/4 en fait reviennent aux joueurs. Le reste, il y aura un peu pour l'État, évidemment, comme d'habitude, mais une énorme partie qui va être pour la partie filière hippique, 9%, pour pouvoir développer justement toute cette filière qui est en soi une filière d'excellence, parce que le cheval, c'est quand même un bel animal. Bon, j'étais cavalier pendant longtemps, donc aussi, j'en suis convaincu. Le PMU, d'ailleurs, on va voir plusieurs segments, plusieurs solutions également. Donc la première, qui est la moins connue, ça va être tout ce qui va être l'international. On connaît tous le pari dans le bar tabac. L'international, on va être le premier exportateur mondial de courses hippiques. Et donc on va exporter nos courses pour qu'à l'étranger, on puisse parier dessus. Et puis à l'inverse, on va aussi récupérer des données pour pouvoir mieux connaître nos chevaux et donc enrichir notre base de données. À quoi ça va servir? En fait, il faut savoir que le pari hippique, c'est un pari où on a besoin d'être sachant, de connaître notre jeu. Ce n'est pas un pari un peu random où on va aller au loto, par exemple. On va s'intéresser à, tiens, quand je prends une course d'une telle réunion, est-ce que le cheval que j'ai pris, son propriétaire, est-ce qu'il a des bons résultats? Est-ce que ce cheval joue dans la même catégorie en termes de distance? Est-ce qu'il joue dans la même catégorie en termes d'argent? Est-ce qu'il est ferré aujourd'hui? Tous ces éléments comme ça avant de pouvoir prendre notre pari. Et donc la data est un élément essentiel au PMU. Donc on va monter des big data, enfin des plateformes notamment pour ça, justement parce que c'est cœur.
Les autres segments, on a du B2C avec du PMU.fr qui va représenter 400 000 clients et 400 000 clients par rapport à 3,2 millions, parce qu'effectivement, la majorité sont dans notre lieu historique les partenaires. Les partenaires, il y en a 13 500 en France, ce qui veut dire que finalement, quand on regarde ça à l'échelle de la France, il y en a un tous les quelques kilomètres. Et c'est là que la majorité des gens vont aller parier au travers de solutions comme des bornes ou des terminaux, où ils vont aller faire leur papier et puis après pouvoir soumettre leurs courses. Et donc pour ces partenaires, on va effectivement avoir des solutions IT pour pouvoir prendre du pari, mais on va aussi déployer des solutions pour que les partenaires puissent simplifier leur activité. Parce que quand on est partenaire d'un PMU, eh ben oui, on a des bornes, oui, on a des terminaux, mais on a aussi un accès Internet privilégié, dédié plutôt, on a une caisse, on doit aller gérer justement cette caisse, donc pas mal de problématiques, et on va avoir besoin d'un coup de main du PMU. Alors, je parle de tech company. Et là, vous me direz depuis tout à l'heure, mais pourquoi on parle de tech company dans cette boîte qui parle de bourrin depuis tout à l'heure? En fait, il y a un truc qui est assez important, c'est que que la prise de pari, elle est un peu dans l'idée comme si vous alliez à un stade de foot. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, un stade de foot, c'est 1h30 l'ouverture des portes, et en réalité, tout le monde arrive dans les 20 dernières minutes. Alors dans le foot, c'est simple, la FFF n'autorise pas la bière avec alcool dans les stades, donc tout le monde va boire un coup avant, et puis arrive au dernier moment pour prendre sa place et le match se démarre. Au PMU, c'est un peu différent, parce qu'il y a besoin justement de voir comment les cotes évoluent, et on va attendre le dernier moment pour pouvoir faire son pari. En fait, dans les 5 dernières minutes, on va avoir la majeure partie des paris qui vont arriver. Et on a des pics. Des pics qui vont jusqu'à 2000 transactions secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près comme les plus gros e-commerce français dans ce nombre de transactions. Donc c'est des volumes qui montent très fort et qui redescendent aussi très fortement. Donc quand on a ce type de problématique, en fait, vous vous doutez bien que derrière, il y a de l'infra. On est obligé d'avoir cette scalabilité gérée. Parce que quand on a 2000 transactions secondes et qu'on recalcule les cotes toutes les 5 secondes, et ben en fait, ça commence à faire du calcul. Et donc, il faut un peu de machine derrière. Il va falloir envoyer du processeur. Et donc, on va subir des transformations là-dessus au fil des années qui vont suivre. Regardons un peu notre parcours sur les... Ça fait 100 ans que ça existe, sur les 60 dernières années. Alors ça démarre il y a très longtemps, hein, la tech, au final, on a démarré par le papier, mais très vite, on arrive sur les systèmes mainframe, comme beaucoup de sociétés, comme toutes les sociétés quasiment. On arrive progressivement vers 1980, la prise de Paris par du Minitel, puis du téléphone. On enchaîne avec, dans nos partenaires, on va mettre TRM pour terminaux, les bornes. On commence donc à avoir des systèmes un peu plus type client-serveur. Et puis arrive l'apparition du web. Et puis enfin, alors un peu avant, mais arrive pour nous l'apparition du web. On va devoir commencer à faire des nouveaux systèmes. Donc à ce moment-là, le mobile déjà va faire qu'on va prendre de plus en plus de paris par téléphone. Parce qu'il faut imaginer aussi que pas mal de gens parient par du téléphone. Et c'est assez fou à entendre. Ça va très vite, avec des sommes assez importantes. Et à la base, quand j'ai postulé au PMU, j'avais aucune idée qu'il y avait des gens qui pariaient par téléphone. Puis on va développer PMU.fr, les premières versions des PMU aussi mobiles, pour arriver progressivement jusqu'en 2023 et un peu avant pour subir d'autres choses. Alors je dis subir, ça pourrait sembler négatif, mais en réalité, c'est toute une aventure qui a démarré avant, que j'arrive bien sûr, mais qui a alors, il y a pas mal de monde ici du PMU qui vivent ça au quotidien. Alors pourquoi on a envie de faire tout ça ? On parle de business agility un peu dans cette conf. C'est exactement ça. En fait, on a besoin de continuer à être un très bon concurrent. On est leader du marché, il faut continuer à l'être. On veut que nos parieurs puissent avoir des nouvelles fonctionnalités, nos partenaires aussi, donc livrer régulièrement. Et puis, la concurrence est là. Il va falloir avoir une approche assez rentable des choses et être prêt à arrêter le plus tôt possible si on voit qu'on part dans un mauvais sens. Alors, c'est dans les derniers événements. Typiquement, la FDJ rachète The Turf. La FDJ, comme un gros du marché du jeu. The Turf, assez influent aussi sur la partie hippique. Bon, on voit que le marché est quand même assez présent.
Et donc quand on attaque ces sujets-là, et notamment la partie SI, on se rend compte qu'on va avoir des problèmes sur la partie people, orga, tech, architecture, qu'on va aller regarder maintenant. La première chose qu'on se dit, c'est, tiens, jusqu'où on veut aller? Est-ce qu'on veut déployer plus de choses? Mais à quelle vitesse on veut aller? Est-ce qu'on veut déployer tous les jours? Est-ce que ça va nous être utile? Est-ce que nos utilisateurs sont capables d'ingurgiter autant de mises à jour, de mettre à jour son Android tous les jours si on envoyait ça sans arrêt? Pas forcément. Mais même au-delà de ça, est-ce que nous, on est capable de regarder les releases qu'on va sortir pour pouvoir inspecter et pouvoir prendre des décisions là-dessus? Pas non plus. Donc en fait, notre marché ne nous impose pas à aller vers du déploiement continu, mais plutôt on va se dire, en fait, on a besoin de faire des releases en continu et donc de garder la main sur le delivery derrière. Donc toute la partie release management, on va faire le choix de le garder. L'agilité, on est à ce moment-là dans des équipes agiles. L'agilité, il faut savoir qu'au PMU, ça a démarré en 2010. Donc assez, j'ai envie de dire, précurseur, hein, les premières initiatives là-dessus, avec du Scrum, du Kanban. Et puis ça a évolué progressivement pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui, qui arrivera dans le deuxième volet. Donc on se décide de se transformer. Alors, les prédécesseurs décident de se transformer. Et puis il paraît que la première étape, c'est de jeter les gens dans la piscine. Puis une fois qu'on a fait cette première étape, il va falloir enchaîner les autres obstacles. Puis les enchaîner ensemble. Et puis réussir à pas faiblir, pas tomber. Mais donc voilà, il faut enchaîner les étapes les unes après les autres. Et donc, comment on va faire? Parce qu'en fait, c'est bien beau, on pourrait dire que la transfo, c'est porté par le management. Mais en fait, c'est complètement faux, parce qu'avec nos frêles épaules, on ne va pas porter grand-chose. Donc, on a besoin de toute la force de l'entreprise. Donc, l'approche qu'on a à ce moment-là, dans les trains, donc je dévoile quelque chose après, c'est de dire que tout seul, on ne peut pas porter, mais en fait, ensemble, on va y arriver. Et donc, on va commencer à regarder. Alors, tout à l'heure, ce matin, on a parlé de confiance, qu'il faut réussir à la donner pour pouvoir avancer. C'est pas mal, parce qu'on s'y retrouve un peu. C'est qu'avec certaines personnes et certaines équipes, donc on va se dire, tiens, on va poser un cadre, on va se donner la vision d'où on veut aller, et puis on va faire des tentatives. Il y a des trucs qui vont tomber à l'eau, et puis il y a des trucs qui vont marcher. Mais en fait, grâce au feedback, on va réussir à se dire, ouais, ça c'est pas mal, on continue. Et puis, à force d'avoir des succès, on va tout doucement voir qu'on arrive à renforcer la confiance, en tout cas la confirmer, celle de la confiance qu'on avait donnée à la base. Et puis, avec cette confiance qui est donnée par les succès, on va gagner en autonomie. Les gens vont aussi de plus en plus s'engager, parce qu'ils vont être un peu satisfaits par ces réussites. C'est une motivation intrinsèque comme une autre. Et on va amener de la transparence avec ça. Et la transparence va nous permettre derrière d'avoir de l'alignement. Donc c'est super, on arrive à faire comme ça un modèle qui a servi et en plus qui arrive à proposer pas mal d'innovations. Et donc c'est là-dessus qu'on va se baser pour pouvoir innover d'un point de vue technique, d'un point de vue orga, d'un point de vue même fonctionnel. Donc on attaque notre long chemin. C'est à peu près... alors d'abord les problématiques qu'on rencontre, c'est que on fait des mises en production qui sont trimestrielles à l'époque. On a notre infrastructure qui est externalisée, qui est infogérée, et donc dès qu'on veut mettre en prod, il faut se synchroniser, il faut trouver un créneau qui marche bien, qui arrange tout le monde, et puis on est facturé à chaque mise en prod. Donc finalement, on ne va pas forcément aller chercher à faire beaucoup de mises en prod. En tout cas, ça nous décourage d'une certaine manière. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, l'infrastructure, c'est un problème qu'on a. On est obligé, quand on a de l'infra physique, de mettre au plus haut niveau, et puis la plupart du temps, l'infra, elle pionce. Donc, c'est pas très utile. Donc, vous en doutez, le premier sujet, c'est de quitter l'on-premise. Donc, on est en 2018, on commence à faire on fait un choix, on dit vers quelle solution on va aller. Donc, quelle solution plutôt on va porter d'abord sur la partie on-premise, et donc c'est tout ce qui va être autour de PMU.fr de manière globale. Et puis après va suivre une transformation un peu plus large, une fois qu'on a eu un premier succès là-dessus, de dire que la transfo SI va continuer, et puis on va aller migrer des applications cœur, y compris toute la plateforme Big Data, qui à l'époque est sur Cloudera. On va affronter certaines choses d'un point de vue technologie. Par exemple, on avait des infras qui marchaient bien, on ne se posait pas de question de est-ce que ça allait tenir la charge avant, on surdimensionnait comme beaucoup de choses. Et puis on arrive dans des problèmes d'architecture, on se dit tiens, EC2, Lambda, qu'est-ce qu'on fait? Lambda, il paraît que ça marche bien, on va y aller.
Ouais, mais en fait, pour les traitements qu'on a à faire, quand ça recalcule tous les 5 secondes, est-ce que c'est bien malin? Est-ce que ça va supporter la charge? Et donc, d'un point de vue architecture, en fait, là, on arrive à des choses assez complexes. Enfin, complexes, pas forcément complexes, mais qui nécessitent de pas mal réfléchir à tout ça. D'un point de vue tech, on fait des choix aussi. L'entreprise se dit, bah, en fait, il faut qu'on puisse simplifier. Et donc, on prend des directions. Bah, le PHP, on va oublier, toutes ces choses-là. On va partir sur une stack plus simple. Je vois qu'il y a des gens qui sont plutôt PHP, a priori, vu les... Non. Java, React, React Native, AWS, voilà. Et puis, on verra un peu le reste de la stack après. Aussi, c'est un intérêt, c'est qu'on arrive à créer de la communauté là-dessus. Et puis, on arrive aussi à, si jamais il y en a qui avaient envie, à pouvoir changer de projet. En fait, les stacks techno sont les mêmes. Et donc, ce qui permet d'avoir une rampe à affronter en moins. Donc, il y a toujours la rampe fonctionnelle, il y a toujours la rampe techno quand même tout de même, parce que l'architecture peut un peu bouger. Mais d'un point de vue orga, on va voir qu'on est toujours dans la même chose. Et sur les technos de base aussi. Et puis on doit se structurer, parce qu'avant c'était facile, l'infra était à distance, donc il n'y avait pas de problème, la prod c'était pas nous. Et puis maintenant, bah, c'est nous. Et bah, comment on fait? Donc on met en place une cellule, un centre d'expertise AWS. Et puis dans chaque organisation, on va avoir ce qu'on appelle des system teams qui vont nous aider au quotidien, qui vont aider les équipes applicatives. Puis on se rend compte que, bah, en fait, il y a plein d'autres choses qui vont être nécessaires de faire, notamment toute la partie SecOps. Voilà, on a des problèmes sur cette partie, enfin problèmes, des challenges à affronter, des parties FinOps aussi, parce que c'est pareil, sur AWS, si on fait juste un shift sur AWS, bon, on explose les coûts et donc l'approche rentable, on n'y est pas du tout. Les premiers gains, alors il y en a plusieurs évidemment, ça ouvre plein de portes. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on arrive enfin à maîtriser notre delivery de bout en bout. De l'idée qu'il y a au démarrage avec nos business jusqu'au moment où on est en prod, en fait, on peut tout maîtriser. Et donc ça, c'est un gros pas en avant. Évidemment, on a de la WS, alors ça aurait été la même chose avec GCP ou Azure, hein, mais on dispose de ce fait d'une haute disponibilité. Voilà, leur contrat, ça nous aide aussi. Puis ça ouvre les portes sur plein de choses. La CI/CD qu'on peut améliorer, les livraisons quotidiennes, la maîtrise des coûts. Là, il va y avoir encore beaucoup de boulot. Et vous le verrez, tous les sujets que je vais vous exposer, en fait, je ne dis pas que c'est terminé dès que je change de slide. Hein. La réalité, c'est que ça continue toute notre vie. Parce que du FinOps, c'est des sujets de chaque trimestre. On ne s'arrête jamais. Et donc, on a cette partie cloud, c'est super. On va pouvoir commencer à avoir plusieurs environnements, on va pouvoir générer de l'envie. Et de l'envie, ça, il y en a. Donc, les initiatives se multiplient. Et on veut paralyser de plus en plus. Sauf qu'on se rend compte, c'est que le département, on a des départements dans l'entreprise, donc des sortes de silos, qui ne sont pas alignés sur la chaîne de valeur. Et donc là, vous vous doutez bien où on va, hein, on est agile en scène, on va vers du safe, et on va aller mettre en place une organisation d'agilité à l'échelle. Donc on crée 2 trains, des 2 trains qui sont transverses aux différents départements. Les trains, ça fait à peu près 125 personnes et donc 10 à 15 équipes. On se permet de faire évoluer les équipes en termes de people selon la roadmap qui est là. On se permet parfois de changer une équipe d'un train à une autre selon les problématiques qu'on va affronter, et notamment celles des dépendances. On se permet certaines choses. Et puis derrière, il y a 15 solutions. Donc chaque train a un flux entre, c'est à peu près égal, 7 solutions par train et puis un peu de recoupement. Mais 7 solutions, grosse maille, qu'on va devoir adresser avec 10 à 15 équipes, donc ça fait un gros morceau. Donc l'alignement des technos, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais le deuxième point, c'était de se dire, on lance l'agilité à l'échelle, on va faire donc des PI planning. Waouh, super, génial, on va aligner tout le monde sur des envies. Et ce PI planning, en fait, ce qu'on veut, c'est des roadmaps. Et puis, on veut surtout un engagement. Hein. Les gars, vous allez vous engager. Et puis, en fait, parce que dans 3 mois, on veut savoir ce que vous allez réellement livrer. Et là, on se rend compte qu'en fait, ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas trop parce que ce n'est pas ça le principe initial. En fait, quand on fait ça, il y a 2 possibilités. Soit les équipes font la provision pour risque, hein, à l'ancienne, hein, comme ça, au moins, on ne va pas trop nous embêter, on prend un peu moins. Mais alors, au niveau roadmap, au niveau business agility, on est complètement dans les choux. La deuxième possibilité, c'est que ces équipes vont se dire, mais si j'embarque des choses et que je dois m'engager, là, je dois signer de mon sang, eh ben, je veux que ça soit ultra prêt.
Parce que si je ne peux pas l'analyser, eh ben, on ne va pas le faire. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, t'es pas prêt, tu reviens dans un trimestre. Parce que nos PI, ce sont des trimestres. Et là, vous vous rendez bien compte aussi qu'on va complètement aussi dans le mur, parce que le temps de release, on ne va pas être sur du 6 semaines, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on va être sur du 6 mois. 3 mois de conception, d'imagination, voilà, on décrit les specs, hop, pouf, et puis on redémarre à un moment du PI planning, remonte, développement, hop, test. Tiens, mais c'est pas un cycle en V là. Et donc voilà, on va cet élément assez angulaire, hein, le PI planning, on va un peu le transformer pour se dire, mais en fait, notre vrai sujet, et je vous avoue que ce n'est pas totalement terminé hein, dans l'évolution de ce PI planning, ça va être de sécuriser les sujets les plus importants. Donc les super sujets, ceux qui sont multi-équipes, multi-trains, il va falloir les dépiler durant ces 2 jours, mais alors tout le reste, ça reste à côté. Ça part comme d'habitude, dans les sprint planning. Et en fait, on va garder cette agilité, cette capacité à changer d'avis, à pivoter à chaque moment. Bref, si vous l'avez vu un moment dans les formations SAFe, il est marqué en petit un endroit top 10 features. C'est vers ça qu'on essaye d'aller. Ça aurait mérité 3-4 slides. Il y a encore du boulot pour qu'on y arrive, parce que c'est dommage, dans la formation, on devrait un peu plus appuyer dessus. Et puis on arrive à d'autres problématiques, l'architecture. L'architecture, on peut se dire, ouais, avant ça marchait bien, on avait ces aspects, on dessine des flèches, des carrés, et puis hop, ça va marcher. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Et puis on pourrait se dire que l'architecture, c'est dans le code avant tout. Et en fait, dans le code, si on fait que ça ne marche pas non plus. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, on a besoin des deux. Et donc on arrive à avoir on décide d'avoir des architectes plutôt type entreprise ou fonctionnels, et puis on va avoir en même temps ce que moi j'aime appeler les coding architectes, soit des architectes applicatifs, soit des architectes solutions, selon la grosseur de la solution qui est derrière, et qu'on va mettre directement dans les équipes, et qui vont être rattachés à l'architecture, donc au système architecte en l'occurrence, et qui va leur permettre d'être sur des sujets d'études et en même temps de porter leurs convictions, ce qu'ils ont étudié dans l'équipe, voire même à certains moments, notifier leur équipe, je suis en train de travailler ça pour le mois prochain, voici les pistes que j'ai eues, et puis en daily, tout simplement parler de leur quotidien, sachant que à peu près 50% de leur reste du temps, ils développent comme le reste de l'équipe. Et ça a été un truc qui a vachement bien marché, notamment aussi dans notre capacité à nous adapter. Si jamais notre étude elle est foireuse, ça arrive, on peut, et c'est normal de ne pas tout connaître au moment où on pose les premières idées de solutions sur le papier. En tout cas, ce qu'il faut, c'est être capable de pivoter là-dessus. Et puis le dernier élément, c'est que quand on a démarré, on connaissait l'agilité depuis un moment, mais l'agilité où l'on a des KPI assez standards, on fait des burn charts, on fait de la vélocité, on fait de la prédictibilité, des choses comme ça. Et puis on le porte à l'échelle. Et puis en fait, on est juste en train de mesurer la productivité, avec les incidents évidemment. Et donc on se dit, tiens, on va évoluer là-dessus. Et donc on commence à engager un peu une sorte de roadmap sur les KPI, sur qu'est-ce qu'on cherche vraiment à mesurer, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire évoluer. Et donc là, on part sur la partie people, sur la partie tout ce qui est matrice de compétences. Alors, on continue encore le sujet aujourd'hui. Toute la partie valeur qu'on remet sur le devant de la scène. Et puis, un aspect qualité qui va être quelque chose qui va driver pas mal de choses par la suite. Et donc, pour ça, en fait, on doit faire des grosses transfos. Typiquement, on est sur un Jira qui traîne depuis longtemps, un Jira Server. On doit basculer sur un Jira Cloud. On va mettre en place une solution type Weaviz pour pouvoir réussir à récupérer toutes ces données, en extraire des choses facilement. Et donc ça, c'est tout un chantier qui a démarré il y a à peu près 1 an et qu'on continue et qui devrait voir le jour dans pas longtemps. On continue. Oui. Alors, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que non, je le dis après, la DSI, c'est 400 personnes pour 1200 personnes au PMU. C'est plusieurs chaînes de valeur. Et donc, on a fait le choix de démarrer un train puis un deuxième. Donc, un premier sur la prise de Paris. Et puis après, on s'est bien rendu compte qu'il fallait faire évoluer notre marché, enfin nos clients. Et donc, on a fait un deuxième train qui est plutôt sur la partie animation des clients, donc les parieurs et les partenaires. Et donc, il y a eu besoin de faire deux trains. Il se pourrait qu'un jour, on voit 3 trains, pardon, je ne sais pas ce que l'avenir dira, mais en tout cas, c'est un sujet qui pourra être retravaillé avec un nouveau département qui arrivera en dernière slide.
Donc on a une certaine agilité à l'échelle qui se met en place, on a plein d'équipes, ça c'est chouette, on a des idées, sauf qu'en fait, il y a des équipes qui fonctionnent de manière assez différente. Et puis on a des communautés, mais elles pourraient peut-être marcher un peu plus. Et à ce moment-là, en fait, moi j'arrive au PMU il y a 2 ans, et on va faire un déjeuner avec l'équipe, et les Scrum Masters sont là, et il y en a qui commencent à se présenter aux autres Scrum Masters. Et là je me dis, merde, il y a un problème. En fait, ils ne se connaissent pas. Comment ça marche l'histoire? Donc en fait, la communauté, il a fallu la bosser un peu, parce qu'avant c'était une communauté Jira. Et donc on est arrivé plus sur des communautés pour développer les compétences. Le premier point, c'est que le PMU a mis en axe stratégique la formation. Parce qu'on a bien compris que si on voulait faire de l'IT et des choses bien robustes, ça passe par les humains, ça passe pas par un chat GPT. Et il va falloir sacrément former les gens, les accompagner au fil du temps pour réussir à faire des choses de quali. Donc la formation a un sujet assez important. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a formé les gens, c'est très bien, on a donné plein de compétences, et puis après, elles se perdent. Donc il faut réussir à les maintenir. Et donc là, on met en place des communautés. Donc ça fait assez longtemps pour les communautés Back, Front et Ops. Et puis, il y en a des plus nouvelles, sur la partie QA, Scrum, produit. Il va y avoir, d'une certaine manière, 4 objectifs. Donc, c'est déjà de partager, comme toutes les communautés, aligner des pratiques, les points de vue, discuter, faire des choix. Faire de la veille, on se rend compte qu'on a différentes populations dans les Scrum Masters. On a ceux qui sont plus dans la conférence, dans les livres, dans tout ce qui va être un peu, parfois un peu théorique, mais en tout cas ce que j'appelais les érudits. Et puis on va voir aussi à côté de ça ceux qui viennent plutôt du domaine de la gestion de projet, qui vont être vachement bons sur la partie release management, très structuré. C'est pas les meilleurs gentils organisateurs du Club Med, mais par contre ils sont rigoureux. Et puis en dernier, on a ceux qui, l'agilité, si ça devient agile, c'est très bien. C'est un peu le bon sens paysan, comme j'aime l'appeler, et qui font que, en fait, ces 3 populations arrivent à faire des communautés vachement intéressantes. Et quand on aligne tout ça, on arrive à en sortir des trucs cool. Et puis, on arrive à faire des synergies qui vont faire qu'au début, c'est surtout pour de l'entraide en communauté, de se partager de l'aide quand je suis en galère, j'arrive pas à gérer mon équipe, j'ai un sujet de management, comment je pourrais faire, par exemple. Mais aussi un autre truc, c'est qu'en rapprochant les gens, en fait, on va voir que naturellement, tous les problèmes vont se simplifier. Ça va être plus léger. Quand il y a des problèmes de dépendance, en fait, ça se passe mieux parce que les gens se parlent. Ouais, ça paraît assez simple, hein. Mais on se rend bien compte que dans notre quotidien, faire parler les gens, les faire collaborer, c'est bizarre, mais ça ne marche pas si naturellement que ça. Chacun reste à son bureau, et même quand c'est sur le même étage et qu'il faut faire 10 mètres, parfois c'est un peu compliqué. Et puis il y a un truc qui est important, c'est que chaque communauté en fait est acteur de demain. Si je reprends l'exemple des Scrum Masters, en fait c'est l'équipe de transfo. Si on n'a pas de Scrum Master, en fait on ne va pas faire grand chose en transfo en termes d'orga. Si on n'a pas une communauté avec les techs, en fait on ne va pas innover en termes de tech, et donc on a besoin de toutes ces personnes-là. Et donc on fait un truc, c'est qu'on se dit, mais en fait c'est tellement important qu'on va aussi les mettre dans les objectifs individuels, et qu'on va investir en temps par mois. Voilà, les communautés aujourd'hui, ça représente à peu près une 20 heures par mois, ce qui n'est pas rien, hein. On pourrait développer pendant ce temps-là, certains diraient, mais on fait ce choix-là. Et donc on arrive sur des problématiques type NFR, comment on les gère. Ça a été un sujet où on s'est rendu compte que ça arrivait trop tardivement dans nos roadmaps, non pas semaines quand même, mais quelques mois avant les MEP, les grosses MEP sérieuses. Là, on se dit mince, il faut les attaquer. Donc ça, c'est de la responsabilité du product owner, hein, ça fait partie du produit, mais en fait, l'équipe a réellement besoin d'aider son product owner, parce que le PO, c'est pas un techos, hein, à la base, généralement. On va peut-être pas faire de généralité, mais tout de même, il y a besoin de l'aide de l'équipe. Et puis, on en arrive avec une stack d'outils qui vont nous permettre d'avancer sur la partie monitoring des usages, d'aller savoir comment on va faire de la maintenance préventive, comment on valide notre conformité, des choses comme ça. L'autre aspect, je vous parlais tout à l'heure de qualité. On se dit, mais c'est bien, on fait du fonctionnel, on fait des revues de sprint. Est-ce que les revues de sprint étaient assez efficaces? Est-ce qu'on avait un bon ROI? Une autre personne disait ce matin en conférence. Et on se dit, effectivement, il y a des choses à faire. En fait, la revue de sprint, à un moment, on a un déclic, on se dit, mais punaise, c'est fait simplement, toutes ces cérémonies, elles sont faites pour inspecter et après adapter quelque chose. Et là, on se dit, mais mince, en fait, on est une tech compagnie et la tech, elle n'est pas dans nos revues de sprint.
Donc on décide de faire un battle de revue de sprint. Alors je décide en fait de mon côté. J'impose à une communauté de faire un battle de sprint, je dis sprint planning, de revue de sprint. En mode, salut, moi c'est le Scrum Master de l'équipe A et je vous explique pourquoi c'est nous qu'on est les meilleurs. Et puis on enchaîne comme ça pendant 1 heure et on en garde les meilleures pratiques. On en arrive à un format de revue uniformisé et on intègre les KPI tech dedans. Il n'y a pas de figure imposée là-dessus, simplement de dire il faut que la tech apparaisse pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on en est. Donc si vous voulez mettre du sonar, vous mettez du sonar. Si vous voulez mettre des tirs de perf, enfin les résultats, vous mettez ça. C'est votre équipe qui est le plus au courant de ce qu'il faut aller vérifier dans votre application pour pouvoir en faire un produit sain. On continue d'avancer et sur la partie, on est sur la partie recrutement en ce moment-là. En fait, on se rend compte que la compétence est majoritairement externe. Donc beaucoup de consultants, que ça génère beaucoup de coûts, hein, très clairement, aussi bien sur la partie réelle que sur la partie admin, parce qu'il y a beaucoup de rotation, il y a de la rotation, il y a beaucoup de cabinets, il y a beaucoup de sphères de prospection, il faut faire des rendez-vous, aller boire des cafés, des choses comme ça. Et puis, en même temps, on se dit, il faut passer sur l'interne, mais on n'est pas structuré. Alors, comment on s'y prend pour ça? Déjà, on va se dire, il y a un process qu'on va devoir mettre en place sur comment on va recruter. On est dans un domaine assez concurrentiel, de manière générale, l'IT, mais encore plus sur la partie recrutement. Donc, comment on fait pour que notre process il soit séduisant? Donc, il faut faire un process court. Il faut que les gens aient envie de venir tout de suite, rapidement, chez nous, et pas se faire voler les talents par d'autres. En fait, non, on prend totalement le truc à l'envers, en se disant, mais en fait, si on se veut de tech compagnie, on doit avoir les meilleurs. Et pour avoir les meilleurs, on va quand même faire le choix de leur faire passer un process assez long, avec du coding game, avec des exercices à faire chez eux, enfin un code à faire chez eux, une revue avec des gens de chez nous. Et puis, on va finir, parce que c'est bien beau les hard skills, mais aujourd'hui, les hard skills sans soft skills, ça ne sert à rien. Et on va finir par un entretien avec RH, une autre fonction qui enfin, les engineering managers qu'on voit là, les RTE, en tout cas pour être capable de voir est-ce que la personne, au-delà de ses compétences de développeur, est-ce qu'elle va être un bon élément dans un système. Donc le test technique, il est vraiment très clair, il doit être là, absolument là, et quitte à ce que ça prenne un peu de temps. Et du temps, en réalité, on n'a pas tant que ça, parce que nos objectifs de recrutement, ils sont assez importants. On veut réussir à recruter pour la DOSI, globalement, 70 personnes. Ce qui fait que par train, ça fait à peu près une trentaine de personnes, une grosse maille. Et on se dit, waouh, il va falloir envoyer. Et pour envoyer, il faut trouver des gens qui savent faire et puis qui ont envie de faire, qu'on va devoir déstaffer. Et depuis tout à l'heure, je vous dis, on essaie d'aller vite à sortir des fonctionnalités. Et là, on prend le truc complètement inverse. On va aller plutôt miser sur le futur. Et on se dit, mais en fait, c'est bien, on veut faire pas mal de fonctionnalités, mais tout de même, il va falloir qu'on arrive à recruter les personnes. Et donc, quitte à ce que ça prenne du temps, et en l'occurrence, ça prend un recrutement, faisant à la louche, 10 heures de déstaffing. Donc, je prends un peu d'un tech lead, je prends un peu d'une seconde personne parce qu'on les fait en binôme, je prends un peu de RH, je prends un peu d'engineering manager. Ça fait vite beaucoup de monde, beaucoup de temps. Mais on fait ce pari-là. Et on y va, et progressivement, on arrive à recruter des gens avec qui, maintenant, des nouveaux copains pour jouer avec nous dans notre bac à sable. Et sauf qu'en fait, comme je vous disais, on n'était pas trop structuré pour le management. Donc on se dit, bon, comment on va faire ça? Bon, c'est pas grave, en fait, on est des techs, on va les rattacher à des techs, comme ça marche bien. Moi, je l'ai vu dans ma précédente boîte. Dans le conseil, ça marche super bien. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'on leur demande beaucoup de choses aux techs déjà. Donc on prend une autre décision et on se dit, alors on l'a essayé, hein, finalement, après un peu d'expérience, on se dit, bon, on va faire autre chose, on va les libérer au moins d'un poids et on va créer un rôle qui va être l'engineering manager. Donc quelqu'un qui vient du terrain, très tech à la base, qui a envie de changer un peu et de découvrir d'autres aspects du métier. Alors c'est pas une promotion. C'est pas après développeur, Scrum Master, on devient manager, bien que certains ont fait ce choix-là, ici présent. Non, on se dit à qui on va les rattacher, ces personnes-là. On les rattache au RTE, on les rattache au-dessus, comme ça fait quelqu'un qui va être
voilà, le RTE très opérationnel, quelqu'un à côté très humain. Comme ça, on va avoir un peu de confrontation et puis ça va générer des choses intéressantes. Finalement, on décide de le rattacher au RTE en se disant que l'engineering manager va principalement bosser avec les Scrum Masters et donc c'est à cet endroit-là qu'il faut qu'il y ait le plus de liens et que les gens soient au même niveau. Parce qu'on le veuille ou non, que le management soit bienveillant, c'est le terme que vous voulez, en fait, à un moment donné, les gens se raccrochent quand même tout de même à, tiens, dans l'échelle de l'entreprise, dans la hiérarchie, est-ce que cette personne est au-dessus de moi ou pas, même s'il est dans un autre département. Il y a toujours cette pensée en arrière-plan. Et puis on se dit, mais comment on va rattacher les gens? C'est simple, on aime les communautés. Et donc on va rattacher les gens par les communautés. Donc les QA, les back, hop, avec X. Les fronts, les mobiles, hop, avec Y. Et en fait, sauf que ça va nous créer encore plus de problèmes. Hein. Tout le monde connaît la réunionite. On va en créer encore plus parce que quand on va devoir se synchroniser entre les engineering managers qui vont devoir voir les différentes personnes, les scrum masters qui vont avoir entre 3-4 engineering managers en phase 2, ça va être un peu chronophage. Donc on se dit, en fait, finalement, on prend l'axe plutôt opérationnel à ce moment-là et on fait un rattachement une équipe complète, un engineering manager, ce qui permet aussi d'avoir un duo Scrum Master EM et les faire vraiment bosser ensemble dans l'intérêt de l'opérationnel et en même temps l'intérêt des individus et de leur développement. Et puis on se rend compte d'une autre chose. Alors ça, c'est plutôt un travail qu'on est en train de qu'on conscientise en ce moment. C'est plutôt de se dire, mais en fait, la qualité de code et toute l'approche autour des NFR va être ultra importante. Parce que si on ne l'embarque pas, ça veut dire quelqu'un qui doit arriver dans notre entreprise, il voit un code dégueulasse, très compliqué, très complexe. Et en fait, ça prend énormément de temps en onboarding. Sauf que quand on veut arriver à ce nombre de recrutements-là, il va être important à ce moment-là de se dire, OK, il faut que ça évite les onboardings. Donc on se professionnalise un peu là-dessus, ou en tout cas on devient un peu moins amateur sur les onboarding, et notamment sur la partie tech, on fait des gros chantiers de revue de la qualité et de fiabilisation de tous nos codes. Donc c'est cool, on a des gens au niveau humain qui sont chez nous. Alors, je n'ai pas dit, je ne sais pas si vous l'avez compris dans les chiffres, on ne veut pas sortir le conseil totalement. Ce n'est pas ça l'idée. On pense vraiment que la bonne équation, c'est toujours de la mixité. Un peu de conseil, enfin un peu de consultant, un peu d'interne, un peu de senior, un peu de junior, du full stack, du spécialiste. C'est ça qui va faire, un peu comme les Scrum Masters aux différents profils que je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui va faire qu'on va réussir à faire un truc intéressant. Donc on livre avec des gens qui s'intègrent plus à PMU et on se rend compte qu'on a un nouveau problème à ce moment-là, c'est de dire mais les systèmes team, elles n'en peuvent plus. On leur demande tout le temps des nouvelles choses. Il y a un engorgement là, à ce niveau-là. Les autres équipes, elles ne maîtrisent pas AWS et pas que ça, mais toute la partie autour de l'infra. Et en fait, la système team, elle gère toutes les mises en prod. De ce fait, elle fait toutes les astreintes. Et alors, il n'y a pas que, bien sûr, mais eux, en tout cas, ils sont là. Ils sont sur le pont. Et plus il y a d'astreintes, plus il y a de récupération. Plus il y a de récupération, moins il y a de gens dans les sprints. Moins il y a de gens dans les sprints, moins on a fait avancer tout le schmilblick. Et là, ça nous pose un problème en termes de delivery global. Et qu'est-ce qu'on fait? On a deux choix. Quand on voit que 8% de notre staff, c'est des gens qui maîtrisent les compétences Ops, soit on fait grossir ce staff, c'est le système team, soit on se dit on va aller plutôt sur la responsabilisation des équipes applicatives, et donc c'est ce deuxième choix évidemment qu'on fait. Donc on passe d'une équipe centralisée à une notion de SRE. Alors pour les puristes, c'est pas vraiment des SRE, mais ça, peu importe. Et comment on s'y prend? En fait, il y a à peu près un an, un PI planning à Longchamp, on se dit, mais en fait, c'est le bon moment, allez, on va le déclarer, on va le dire, voilà, tout simplement. Allez, à partir de ce trimestre-ci, on va commencer les premiers pas vers du DevOps. Ok, c'est super, bonne nouvelle. On ne s'y attendait pas, celle-là. Alors, certains étaient dans la confidence, mais en tout cas, elle n'est pas vu venir comme ça le 6 octobre, si je ne me trompe pas. Et puis, pour gérer la formation, on va investir encore une fois sur de la formation avec la system team qui va monter des slots tous les mercredis matins avec les personnes qu'on aura sélectionnées. Parce que effectivement, l'étape précédente que j'ai oubliée, c'est on va aller voir toutes les équipes et qui est compétent, qui a envie, et donc qui est personne en devenir, et de quelle équipe n'a pas du tout les compétences. Et à partir de ce moment-là, on va regarder pour chaque équipe, est-ce qu'on recrute ou pas.
Et donc on forme les personnes. Si c'est des gens qu'on recrute ou du conseil, c'est pas grave, hein, on va aussi les former à tous nos process, tout notre fonctionnel. Ensuite, on va se dire que ces personnes-là vont devenir les ambassadeurs, aussi avec les architectes applicatifs ou solutions, comme je disais tout à l'heure, pour gérer au quotidien la relation avec la system team, en tout cas sur les conversions très tech. Et ça va aussi nous permettre d'intégrer les problématiques d'infra dès la conception, donc dès le moment où on est en train d'imaginer nos features, nos US, tout ça. Et donc d'avoir moins de problèmes après quand on est en train de réaliser à ce moment-là. Donc on a quelques gains, je vous mets là, mais qui sont du bon sens en fait. Mais il y a quand même un truc où je pense qu'il faut faire attention, c'est à ce que les SRE ne deviennent pas des personnes qui font que des tâches d'entretien, mais qui soient aussi sollicités sur le système central, sur la plateforme cœur, pour pouvoir continuer à la développer avec la system team, avec le CCO, le Centre d'Excellence Cloud, parce que sinon on va en faire des gens qui vont intellectuellement pas être assez intéressés dans le temps. Donc on arrive à ce moment-là à autonomiser nos équipes, à faire qu'on est capable de livrer, que les astreintes sont prises aussi par les équipes applicatives. Et puis il y a un nouveau truc, c'est qu'on déploie en recette, mais on n'arrive pas à tester assez. Et puis on se rend compte que quand on va en prod, parfois c'est pas assez fiable. Ok, c'est pas grave, hein, ça arrive à toutes les boîtes. Donc on va surtout travailler pour plus que ça arrive, ou en tout cas minimiser tout ça. Et donc on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? En fait, notre recette, elle prend 15 jours. Donc là, je prends une solution en particulier de celle qu'on livre, hein, une des plus grosses solutions de notre train. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que notre recette, elle prend 15 jours. Ok, et pourquoi? Parce qu'en fait, on fait des recettes sur plusieurs environnements. Et pourquoi on fait sur plusieurs environnements? C'est quoi ce truc? Parce qu'en fait, les composants, ils ne sont pas aux bonnes versions sur les différents environnements. Et puis, en même temps, on n'a pas les jeux de données, donc c'est assez galère. Ouais, mais attends, là, comment tu fais ta vie de QA? C'est pas possible. Donc ça, on s'en rend compte dans un daily, comme ça, quand on fait nos Gamba Walk, on va voir, et puis à un moment, c'est le QA qui nous dit ça, et là, on prend une claque dans la gueule. Avec le système architecte, on dit c'est pas possible, en fait, on peut pas continuer comme ça. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, les recettes s'enchaînent, parce que sur le plan de release, il y a plein de produits qui attendent, enfin plein de composants qui composent les solutions qu'on va faire. Et pourquoi ça se bouscule? Parce que tous les tests sont manuels, ok. Et en fait, pourquoi on ne les automatise pas? Parce qu'on n'a pas le temps. Ok. En fait, c'est interminable cette histoire. Donc, comment on casse ces problèmes un peu systémiques? C'est simple, on va recruter des gens, on va faire de la formation, on va exiger des choses comme la stratégie, des jeux de données, et puis la mise à jour des composants systématiques. Bon. Et puis les QA, en fait, c'est bon, ça va être facile, hein, et puis il n'y a que ça à faire. Et puis on dit, bon, alors en fait, ils font quoi les QA? Ok, ils testent au fil des sprints. Ok. Ensuite, ils vont aller faire la validation de l'artefact, de ce qui a été livré au sprint précédent. Ils vont écrire les scénarios pour les features qui vont arriver au sprint prochain ou dans plusieurs sprints. Et puis en même temps, il y a le rattrapage, là, il y a les tests manuels, donc il va falloir faire aussi du rattrapage et de l'automatisation. En fait, jamais ils vont y arriver. Donc comment on fait? En fait, on se dit, à ce moment-là, on va faire appel à l'aide à l'extérieur. Donc finalement, dans le présent, c'est plus, on a recréé une équipe qui va porter un peu plus ça, mais là, à ce moment-là, on a besoin d'un gros coup de main. On demande à une boîte de nous aider, quitte à ce que ça soit un peu compliqué dans la récupération des tests. Mais à un moment, il faut le faire. Et après, il faut reprendre tout ça. Alors pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'à un moment, on a modularisé, on a fait beaucoup de gros chantiers sur cette application, et puis on a surtout perdu pas mal de compétences, parce qu'on a fait un choix d'aller sur des compétences plutôt de testeurs manuels et de délaisser la partie automatisation. Et quand on fait ça, au bout d'un moment, les tests, ils ne sont plus maintenus, donc on les retire de la CI, et puis ils meurent, et on n'a plus rien. Donc toute cette partie-là, toute cette partie de test manuel, on a conservé pour une certaine partie, selon la stratégie test qu'on s'est définie, et puis on a aussi automatisé beaucoup de choses. Et puis le QA, en fait, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il ne peut pas être en bout de chaîne, complètement sorti de la réalité du design applicatif. Donc on s'est dit, mais il faut les remettre en avant. Et là, on s'est dit, ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout simplement, on va lancer des premiers ateliers Triamigos, quelque chose qui est bien connu depuis bien longtemps. Clairement, c'est pas si facile que ça, mais parce que tout le monde ne l'accepte pas, qu'on change aussi rapidement notre manière de travailler. Mais on lance ça. On les intègre à des go-no-go et on va surtout dire que la responsabilité de la qualité appartient à l'équipe applicative.
les développeurs des équipes applicatives ne sont pas des QA, hein, ils n'ont pas toutes les compétences égales, mais pour autant, voilà, c'est ensemble qu'ils doivent y arriver. Et les QA vont aussi, en plus de faire l'automatisation, vont aussi, à côté de ça, enfin, toutes leurs tâches, un peu mentorer les devs quand c'est nécessaire. Donc on arrive finalement à se dire, bon, ok, on va générer des jeux de données, on va faire différentes choses, différents chantiers pour qu'au final, on arrive à faire moins 50% sur le temps de recette. Et on a fini. Et quand on a fini, c'est super, on a terminé. Ouais, non. En fait, il y a encore plein d'autres choses. Donc les orgas, en fait, je crois que c'était réellement fini, là, tu n'as plus de temps. Et donc, en fait, en bref, on a démarré un département produit, un département aussi data, pour voilà, remettre la data au centre, les produits, réussir à rallier tout le temps l'IT et les produits pour qu'on arrive à prendre des décisions au niveau codir sur des thèmes vraiment stratégiques et pas partir dans tous les sens. Donc un vrai besoin à ce niveau-là. On va se renforcer sur toute la partie SecOps et autres. Et puis on va faire de l'INO, on va faire du NFT, faire de l'actif numérique. Donc ça, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on se diversifie un peu sur l'innovation comme ça. Et puis des gros modèles de machine learning assez sympas pour voir un peu différemment les courses. Je ne sais pas si c'est diffusable ou pas, donc je m'arrêterai là, vu l'enregistrement. Et puis pour finir, le dernier point, avant les 3 petits points, c'est qu'il y a toujours un travail à faire, autant avec les business ça marche mieux, autant avec la partie prod, les opérations, il y a encore toujours du boulot à faire. J'en ai fini, merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions ? En attendant, n'hésitez pas à renseigner le petit rôti. Toujours utile, merci. Je vois personne qui prend son téléphone, ça veut dire que je n'aurai pas de feedback. Est-ce qu'il y a une évolution de la taille d'équipe des devs ? Est-ce qu'il y a une évolution de la taille d'équipe des devs ? Oui, c'est ça. Ouais, on se permet de les faire évoluer. Alors, on se permet pour différents critères, soit le budget, on n'a plus de budget, on fait évoluer, soit la roadmap nous dit, en fait, il y a moins de front nécessaires, de dev front, et donc on propose à certains de changer d'équipe pour pouvoir rester avec nous, parce qu'on aime bien ces personnes. Donc, c'est arrivé là, il y a quelques mois, il y a 2 mois. On se permet de bouger dans les équipes sans trop de problèmes. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on bouge trop vis-à-vis aussi du plan de recrutement qu'on fait, parce que ça génère déjà pas mal de bruit, et donc de perte d'efficacité d'une certaine manière. On ne se l'interdit pas. Depuis la mise en place des trains, est-ce que vous avez mesuré le délai moyen de livraison depuis la naissance de l'idée jusqu'à l'activation d'un produit en production? Alors, est-ce qu'on l'a fait? On l'a voulu. On l'a fait. Il s'avère qu'on n'a pas des résultats qui sont waouh, pour une simple et bonne raison, c'est que, comme je l'ai dit rapidement, notre Jira, c'est un très vieux Jira, qui a eu énormément de projets, qui a eu énormément d'états différents, etc., et qui n'a pas de transition. Mais à partir du moment où on n'a pas de transition, si on n'est pas assez rigoureux, si on ne suit pas ça comme le lait sur le feu, on a des features, des US, des épis qui vont, hop, ils sont arrivés à la fin, et ça foire complètement les données. Donc c'est quelque chose qu'on va absolument faire. Ça fait partie des objectifs sur la roadmap de mesures autour de notre delivery. Et ça sera, en fait, on s'est dit, ça ne sert à rien d'essayer de continuer là sur notre Jira Enterprise. On va aller au serveur, on va faire ça sur le Jira Cloud, et c'est pour ça qu'on est en train de tout basculer là-dessus. Donc oui, et c'est clairement quelque chose qu'on voulait mettre il y a déjà un bon bout de temps, et qui est absolument nécessaire. Bonjour, vous avez parlé de 10 à 15 équipes de trains, oui, et de plusieurs solutions. Oui.
Ce sont des solutions au sens safe ou... Alors oui, alors les produits, pour expliquer, les produits sont ce qu'on donne à nos parieurs, donc le tiercé, faire un tiercé, faire un quintet, faire un pari simple, des choses comme ça. Les solutions vont être ce qui vont permettre de donner ça de supporter nos produits. Donc PMU.fr en est un, les applications mobiles pour nos partenaires en sont d'autres. La borne est une autre solution, le terminal encore une autre. Et donc, on va voir toutes ces solutions en parallèle. Il y a un complément de question, j'ai l'impression. Ok, ça, on en parle après. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une campagne de recrutement assez importante, oui. Notamment en partie pour, j'imagine, remplacer une partie des consultants qui étaient associés au projet. Est-ce que vous avez pu mesurer finalement l'impact de ces embauches par rapport au coût que représentaient les consultants et finalement peut-être une question d'implication? Est-ce qu'il y a eu des différences de constater? Alors, alors, il y a plusieurs choses. Alors, par où je vais prendre le truc? Alors oui, il y a une perte. Il y a une perte de connaissances à ce moment-là, c'est clair. On a du mal un peu à l'évaluer. Si on regarde les vélocités, les coups du poing, des choses comme ça, on voit que je m'attendais à ce que ce soit bien pire. Ce qui a finalement, je pense, joué le rattrapage, c'est un peu une certaine manière, j'ai l'impression, c'est pas une science exacte, ça a été un peu l'engagement des personnes. Où finalement on se rend compte que même si les vélocités chutent à certains moments, en réalité les objectifs sont systématiquement tenus et je pense que ça contrebalance le fait qu'on arrive à travailler plus facilement avec les archis et autres pour trouver des solutions rapides et donc arriver quand même aux objectifs. Par contre, clairement, en ayant dit on va se séparer de certains, ça crée un peu de peur, ça crée aussi de la peur d'un point de vue passage de compétences, et donc on s'interdit de le faire trop rapidement. Donc typiquement, tant que possible, on essaye de faire au maximum une personne par mois par équipe, parce qu'au-delà, on sait qu'on perd trop de compétences ou de connaissances sur chaque produit. La mesure exacte, je ne l'ai pas là comme ça, je sais pas dire, mais assurément on perd. Mais comme je le disais, c'est un pari sur le long terme là, à ce moment-là. Vous imaginez vraiment que du coup, le fait d'avoir internalisé les nouvelles personnes va apporter un gain significatif, que ce soit financier ou même sur les projets, sur la longueur? Alors, au final, oui, parce qu'une personne qui est interne ou externe, ça reste un individu. Tout ce qui est important derrière, c'est le process de recrutement, c'est comment on va la suivre. On n'a jamais trop fait de différenciation entre les internes et les externes. Donc ça, finalement, les personnes sont assez égales. Donc derrière, c'est est-ce qu'on a bien réussi à qualifier les personnes, les accompagner pour qu'elles soient efficaces d'une certaine manière dans le système, dans le train. Et après, à toute personne dans ce cas-là égale, en fait, le coût il est bien moindre. Et donc oui, on gagne de l'argent là-dessus. C'est le tarif journalier versus le coût journalier qui va faire gagner là-dessus. Merci. Dernière question, oui. Et puis un deuxième truc, c'est aussi la partie plutôt se sentir dans la société. Quand on est consultant, on est avant tout dans notre société de conseil et notre client, c'est le PMU, donc on fait du mieux qu'on peut notre travail. Et quand on est payé par le PMU, on a fait le choix de signer au PMU, on est plus aussi dans l'ADN de la boîte et donc ça amène à notre engagement. Oui, merci pour votre présentation. C'est une belle transformation sur vous-même, visiblement, avec beaucoup de moyens, visiblement aussi. Et comment avez-vous géré les feedbacks pour justement vous aider en fait dans cette transformation? Quel feedback vous avez utilisé et comment vous avez géré? Souvent, ça a été des moments où on a un peu face au mur. Face à l'obstacle, il va falloir absolument sauter à ce moment-là. Je pense qu'on n'a pas eu tant que ça, on n'a pas essayé tant visionnaire que ça. On ne s'est pas dit, en fait, notre plan, ça va être celui-ci. Il y a 2 ans, j'aurais été incapable de dessiner ça. Très clairement, c'était plutôt, OK, c'est quoi notre prochain challenge et comment on va le prendre? Et puis après, au niveau feedback, ça a été plutôt au début, il y avait une défiance managériale, ça fait un certain moment, pas au début, à un certain moment, il y a eu une défiance assez au niveau du management.
Et donc, un des sujets à ce moment-là, c'était de réussir à rembarquer les gens, à faire un peu de, c'est péjoratif, un peu de calinothérapie, mais aussi de prendre soin des gens, de prendre le temps de parler, de montrer que le management, ce n'est pas des gens dans leur tour d'ivoire, pour qu'on puisse avoir à ce moment-là des feedbacks. Et après, le plus dur, c'est de faire le tri. Parce que quand on ouvre la porte, derrière, ça vient tous les jours. Un moment, c'est un PO, un moment, c'est un tech lead, un moment, c'est un QA, un moment, c'est un Scrum Master. On ne sait plus quoi en faire. Donc, comment on fait à ce moment-là? En fait, je demande au Scrum Master de centraliser un peu ça. Je fais le choix de ce que le management ne vienne pas dans les instances, les événements agiles, mais que c'est dans nos one-to-one où le Scrum Master remonte les points d'alerte ou les sujets absolument à traiter par le management, donc de l'escalade. Et après, on voit comment on peut aller traiter le sujet. Puis il y a des moments où on a fait des gros loupés. Moi, dans ma com, typiquement, un jour, je dis, bon, en fait, la system team, je le dis maladroitement, nous pose problème, ça avance pas assez bien. Je ne sais plus quels étaient les termes, donc ça crée tout de suite des appels directement après la plénière. Bon, au final, c'est ça qui a permis de lancer la partie DevOps. Si je n'avais pas fait cette bourde, très clairement, on n'aurait peut-être pas eu l'info aussi vite et donc on n'aurait pas pivoté. Il n'y a pas de plan vraiment de comment on récupère les feedbacks, comment on était préparé là-dessus. J'ai envie de dire, c'était au fil du temps. Merci Nelson, on est pris un peu par le temps. Il y a du monde qui attend dehors. Donc je pense qu'on peut le remercier et applaudir Nelson à nouveau.